une démocratie est ancrée sur trois piliers, qui est le législatif, l'exécutif et le judiciaire, qu'en Israël, il est déjà, à l'heure actuelle, entré que sur deux piliers. Ce qui est en train de se passer ici, la réforme telle qu'elle est annoncée, c'est l'annulation du pouvoir juridique. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une démocratie israélienne qui ne va tenir que sur un pied. On arrive à ce que l'exécutif en Israël aura un pouvoir absolu. Philippe, bonjour, Boker Tov. Boker Or, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin et on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre tout ce qui est en train de se passer dans le monde de la justice en Israël, avec deux développements en moins de 24 heures. Hier soir, la présentation par Yariv Levin de ce vaste plan de réforme dans le monde de la justice, dans le monde juridique. Et puis ce matin, le débat devant la Cour suprême, 11 juges de la Cour suprême qui doivent débattre de la validité ou non de la nomination de Aryeh Deri au poste de ministre dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Alors on va commencer par la réforme de Yariv Levin. Ce n'était pas véritablement une surprise. Qu'est-ce qui dans cette réforme pourrait vous satisfaire? Qu'est-ce qui peut vous inquiéter? Comment vous la jugez, cette réforme? Écoutez, on voit déjà, c'est qu'un stade de réforme, on peut pas savoir ce qui va évidemment être passé. Mais il faut juste rappeler à nos auditeurs que le système démocratique israélien, si on dit traditionnellement que une démocratie est ancrée sur trois piliers, qui est le législatif, l'exécutif et le judiciaire, qu'en Israël, il est déjà, à l'heure actuelle, entré que sur deux piliers. Puisqu'en effet, il y a un lien tout à fait direct entre l'exécutif et le législatif, puisque c'est le législatif qui élit l'exécutif. Donc en fait, la démocratie israélienne ne repose que sur deux piliers. C'est-à-dire d'un côté les institutions dites politiques et de l'autre l'institution dite juridique. Et c'est depuis 70 ans, petit à petit, les rapports qu'il y a eu entre les deux, ces deux institutions ont été des fois tumultueux. Les politiques n'aimant pas d'ailleurs, et peu importe tous les partis politiques confondus, n'aimant pas le judiciaire et le juridique qui limitaient leur pouvoir. Et en fait, chaque gouvernement, depuis la création de l'État, a pu se contenter à avaler cette pilule, j'allais dire amère, qui est le passage forcé devant la Cour suprême de certaines décisions qu'ils ont prises. Et ce qui est en train de se passer ici, la réforme telle qu'elle est annoncée, mais c'est l'annulation du pouvoir juridique. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une démocratie israélienne, et je vais rentrer à peu près dans les détails plus tard, qui ne va tenir que sur un pied. Parce qu'à partir du moment où on parle d'une nomination politique des juges, à partir du moment où on empêche le judiciaire d'intervenir dans la vérification des lois, alors à ce moment-là, on arrive à ce que l'exécutif en Israël aura un pouvoir absolu. Et on sait très bien ce que ça veut dire un pouvoir absolu. Ça peut amener à une corruption absolue. Alors, cette réforme, elle n'est pas née ex nihilo, elle est née du résultat comme l'a dit Yariv Levin hier, d'une perte de confiance grandissante de la part de l'opinion publique envers son système judiciaire, son système juridique. Et il entend répondre à cela justement en essayant peut-être de rééquilibrer une sorte d'omniprésence du monde de la justice qui s'immisce dans les affaires du politique. Peut-être que pour essayer de retrouver un équilibre, il faut rétablir d'une certaine manière, procéder à des réformes drastiques. Regardez Daniel, ceci dit, la chute de la popularité du juridique est claire, mais enfin tout ça, le juridique il n'est pas là pour plaire, mais c'est clair qu'on tire depuis le système juridique, sur le système juridique depuis déjà plusieurs années, d'ailleurs depuis les dossiers Netanyahou, si on veut essayer puisque dans les cadences, Binyamin Netanyahou était au pouvoir pendant 10 ans, il a tout fait très bien vécu avec le système tel qu'il était en place. À partir du moment où lui-même il a commencé à être inquiété par ses affaires, alors à ce moment-là, il a commencé à attaquer le système. Et alors évidemment, la popularité en est en conséquence, puisque on voit bien que les juges n'ont pas de voix. Les politiques en ont tout le temps, et les juges n'en ont pas. Donc c'est clair que dans l'opinion publique, il y a une sorte de disconnexion. Maintenant, il y a une autre donnée ici que je veux vous mentionner. Toutes les démocraties occidentales ont une constitution.
En Israël, il n'y en a pas. Ce qui veut dire qu'à 61 députés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et dans toutes les démocraties, la première chose qu'on a demandé, c'est qu'on se méfie des politiques. On se méfie des politiques. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas, et ça, c'est le premier cours de droit constitutionnel, par un simple papier, mandater une personne que vous connaissez pas, qui sont nos députés, à voter sur un ensemble de lois qui est aussi grand. C'est-à-dire que le principe même du système de représentation ici n'est pas une représentation absolue. C'est la raison, par exemple, en France, vous avez deux cours. Vous avez le Sénat et vous avez l'Assemblée nationale. En Israël, il n'y en a qu'une seule. C'est-à-dire qu'on se méfie également des représentants eux-mêmes. Alors, ce qui risque de se passer ici, c'est qu'en Israël, vous avez donc une cour qui est la Knesset, une assemblée qui est la Knesset, mais d'autre part, cette Knesset ne sera jamais retoquable. Donc, ce qui voudrait dire qu'on en arrive à ce qu'une majorité de 61 députés puisse diriger, et ça c'est valable de droite et de gauche. Là, maintenant, c'est pas du tout le problème de droite et gauche. C'est valable dans tous les côtés. Demain, il y aura un renversement de pouvoir. La gauche sera au pouvoir. Ce sera la même chose. Mes remarques seront évidemment les mêmes. Mais vous risquez d'avoir, si vous voulez, la bicyclette sur laquelle sera monté l'homme politique, on a enlevé les freins. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'un gouvernement de 61 puisse diriger le pays de manière pratiquement absolue, parce que ce que vous n'avez pas précisé, j'ai encore une chose à vous préciser, c'est qu'il a également enlevé, j'allais dire, les garde-fous qui se trouvent dans tous les ministères, qui sont les conseillers juridiques de chaque ministère, et prône une nomination politique de ces conseillers juridiques. Et donc, si vous voulez, on aura affaire à des politiciens et qu'à des fonctionnaires qui ont été nommés par ces politiciens. Alors, je voudrais d'abord une précision. À votre avis, est-ce que finalement Yariv Levin a délibérément présenté une sorte de réforme maximale dans le but, par la suite, de négocier avec l'échelon juridique, avec la Cour suprême, avec la présidente Esther Hayout, une sorte de compromis qui pourrait satisfaire tout le monde ? Écoutez, je n'en sais strictement rien. C'est vrai que de toute façon, cette position de Yariv Levin, comme vous l'évoquiez au début, est une position connue. On connaît très bien que parmi les gens, d'ailleurs, parmi les gens du Likoud, il y avait certaines qui prononçaient cette réforme est extrême, bien entendu, mais d'un autre côté, il y a des gens il n'a pas changé, si vous voulez, sa manière de penser. Donc, je ne sais pas si la présentation de ce projet est motivée par la décision qui risque d'être prise par la Cour suprême sur la nomination de Deri, je ne sais pas, je peux pas vous le dire. Je crois qu'Israël aussi a d'autres problèmes à se penser qu'à changer ses réformes judiciaires, mais apparemment c'est la première grande réforme qui a été annoncée par ce gouvernement, et je dois dire que personnellement, elle me fait un peu peur. Et j'espère vraiment qu'elle ne passera pas dans sa totalité. Ça ne veut pas dire que le système judiciaire, attention Daniel, ça veut pas dire que le système judiciaire n'est pas réformable, il doit être réformé, mais entre réformer une institution et l'annihiler, il y a une grande différence. C'est-à-dire que je crois que comme toute réforme d'institution, il faut y prendre des gants, il faut y prendre du temps, il faut y prendre de la pensée, et non pas de tirer dessus à gros coups de canon comme c'est proposé. Je ne sais pas évidemment si cette réforme sera conduite à son bout. Est-ce que vous faites un lien justement entre la présentation de cette réforme hier soir et le vote et le débat de la Cour suprême aujourd'hui ? Je ne sais pas Daniel, c'est difficile de le savoir. Il y en a certains, c'est déjà un commentaire politique. Est-ce que s'il a avancé sa réforme, l'annonce de sa réforme pour essayer de faire pression aux juges, peut-être ou peut-être pas, je sais pas. En tout cas, sachez que la décision d'aujourd'hui, et ça c'est le deuxième sujet que vous avez évoqué, est évidemment très importante, dans le sens où on a affaire, en général, la Cour suprême statue en général à 3 juges. Or là, elle a décidé de statuer à 11 juges, donc c'est un quorum extrêmement important de la Cour suprême. Ça voudra dire que la décision qui va être prise va être une décision de principe. Est-ce qu'il y a une tentative d'influencer ? Je ne sais pas. Alors, il y a dans tout ce débat, il y a la position de la conseillère juridique du gouvernement. Vous venez de parler effectivement que l'une des clauses de la réforme de Yariv Levin, elle se concerne justement les conseillers juridiques des ministères. Là, finalement, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu étonné. C'est peut-être justement ce qui explique parfois une baisse de confiance de la part de l'opinion publique envers le monde de la justice. C'est que, par exemple, Madame Galit Baharav-Miara
Miara, qui a été nommé par le précédent gouvernement, par Gideon Sa'ar, eh bien, on ne l'a pas entendu pendant 1 an et demi. Tout allait bien, tout était dans le droit chemin, conforme à la loi, et même lorsque les choses paraissaient véritablement en violation avec la loi, comme lorsqu'il a été question de signer l'accord avec le Liban et que, eh bien, Madame Miara a élevé une petite voix, mais finalement, elle s'est rangée dans le rang et elle n'a rien dit lorsque le Yair Lapid a finalement voté cette loi sans passer par la Knesset. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a parfois 2 poids et 2 mesures lorsque cette même Galit Miara dit aujourd'hui non, je ne viendrai pas défendre le gouvernement? Est-ce que finalement eux aussi les juridiques ne sont pas déjà politisés? Non, moi je crois que la tendance, si vous voulez, la tendance de contaminer le monde juridique par le politique est une tendance absolument fâcheuse. C'est comme si vous allez dire, par exemple, parce que c'est le premier stade, demain on va condamner l'armée d'avoir un caractère politique et puis après la police d'avoir un caractère politique. C'est-à-dire, j'allais dire, tout est politique. Le fait d'arrêter un arabe en Cisjordanie, c'est politique. Le fait d'envoyer des missiles en Syrie, c'est aussi politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre vision du monde n'est que politique, tout le système est contaminé. Alors, ce que je voudrais revenir sur ce que dit Miara aujourd'hui. D'abord, c'est pas tout à fait exact qu'elle refuse de défendre le gouvernement. Le gouvernement, il va être défendu par Galit Miara, donc par le conseil juridique du gouvernement, qui va défendre la loi qui a été passée, qu'on appelle la loi Derry, donc la loi Derry qui dit que on peut nommer un ministre même s'il a été condamné, mais à condition qu'il n'ait pas, fait l'objet d'une condamnation de prison ferme. Oui. Puisque, comme on sait, puisqu'Aryeh Deri il avait été condamné donc pour fraude fiscale, mais avait bénéficié d'une condamnation avec sursis, de prison avec sursis. Donc sur cette loi, elle la défend. Par contre, le point sur lequel elle ne le défend pas, c'est sur la raisonnabilité de la nomination d'Aryeh Deri. C'est-à-dire, est-ce que, et moi je parle maintenant à vos auditeurs de manière tout à fait claire, est-ce que une personne qui a été 3 fois condamnée pour fraude fiscale, corruption, est-ce que vous voulez une telle personne en tant que aussi importante au poste du ministère de l'économie et encore de 2 autres ministères? Non, ministre de l'Intérieur en fait. Hein. Oui, mais est-ce que vous voulez ce que je dis pas que tous les hommes politiques sont des saints, mais si vous voulez, on avait déjà ce sujet avait été déjà monté à la Cour suprême, d'ailleurs ceci dit, il y a quelques années à propos d'Aryeh Deri. Et la Cour suprême et le conseil juridique du gouvernement à l'époque avaient validé, avant ces dernières condamnations, avaient validé la nomination d'Aryeh Deri en disant que c'était extrême et que c'était limite. Et là, je crois que cette condamnation, et en plus, suite à la promesse d'Aryeh Deri de quitter la vie politique, ce qu'il n'a pas fait, donc si vous voulez, ça nous transfère à quelque chose qui passe la limite. Donc on ne peut pas lire tout politique. Est-ce que vous voulez vraiment que l'État d'Israël soit géré par une personne qui a été déjà 3 fois condamnée en justice? C'est une question de normes publiques. Est-ce que je considère elle considère que cette nomination n'est pas raisonnable, et ça là-dessus, elle n'est pas prête à défendre cette nomination. Moi, je peux pas dire que cette décision de non la défendre a un caractère politique. Il aurait pu être de droite ou il aurait pu être de gauche, c'est pas très important. Mais si vous voulez, cette victimisation qu'ont certains hommes politiques qui ont été déjà condamnés, qui ont pris dans la caisse publique et qui ont repris dans la caisse publique et qui continuent à avoir une carrière politique, disent voilà, parce que je suis séparade et parce que je suis ça et parce que je suis ça. Mais d'un autre côté, si vous voulez de le faire, qu'ils se présentent en victime par rapport au public, mais d'un autre côté, ça ne les nettoie absolument pas de leur passé. Il faut voir que Aryeh Deri a été condamné il y a seulement quelques mois. C'est-à-dire que c'est pas du tout une vieille condamnation comme la première où il a fait de la prison. Donc, si vous voulez, là, ici, la question, c'est une question juridique. C'est une question juridique qui doit être tranchée. Maintenant, si évidemment on coupe les ailes à la Cour suprême, si on donne un pouvoir absolu, comme je le disais au début de mon interview, on aura une conséquence où tout sera permis. C'est-à-dire qu'on aura, il y a plus de limites.
il y aura plus de limites. Maintenant, ce qu'on dit là, on le voit dans tel gouvernement, mais sachez qu'en démocratie, les choses peuvent arriver à l'envers. Oui. Et que vous risquez d'arriver à avoir une coalition où demain matin, des députés arabes, parce qu'ils auront la majorité absolue sans contre-pouvoir, risquent de nous amener aussi à d'autres confins. Donc, si vous voulez, les règles, elles sont valables pour tout le monde. Bien, on l'a bien compris. C'était très important pour nous de dialoguer avec vous ce matin pour mieux clarifier, mieux comprendre les derniers développements dans le monde de la justice. Merci beaucoup, Maître Philippe Coscas, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée.